Bonjour à tous et bienvenue pour ce talk sur Cluster API où nous allons voir comment concevoir et implémenter un provider d'infrastructure. Pour me présenter rapidement, je suis Tommy Guichard, ingénieur DevOps chez Scaleway. Je fais partie de l'équipe qui développe le produit Capsule avec un K, qui est le service Kubernetes Manager de Scaleway. Et je suis également le créateur et le mainteneur du provider Scaleway pour Cluster API. Donc, au sommaire de cette présentation, nous allons dans un premier temps revoir rapidement les bases de Cluster API. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous verrons ensuite ce que sont les providers de Cluster API pour pouvoir entrer dans le vif du sujet en créant notre propre provider d'infrastructure. Donc pour cette partie, on prendra l'exemple du cloud public de Scaleway, mais rassurez-vous, les étapes seront pratiquement les mêmes, peu importe l'infrastructure que vous voulez cibler. Et pour conclure, nous verrons quelques évolutions futures possibles pour notre provider d'infra, ainsi que quelques conseils que je pourrais vous donner si jamais vous deviez vous-même créer ou contribuer à un provider. Donc commençons. Selon la définition de la documentation officielle, Cluster API, qu'on appelle aussi CAPI, c'est un sous-projet de Kubernetes qui vise à fournir des API déclaratives et des outils permettant de simplifier le provisionnement, la mise à niveau et l'exploitation de plusieurs clusters Kubernetes. Donc plus concrètement, Cluster API, ça consiste à gérer des clusters Kubernetes avec Kubernetes. Et pour ça, Cluster API va s'appuyer sur des Custom Resource Definition, qu'on appelle aussi CRD, pour étendre l'API de Kubernetes, ainsi que des contrôleurs pour gérer le cycle de vie des clusters. Donc, un des objectifs de Cluster API, c'est d'être indépendant du fournisseur. Et pour cela, la gestion de l'infrastructure et de sa configuration va être déléguée à des providers. Étant donné qu'on est dans l'écosystème de Kubernetes, on va également bénéficier de tout l'outillage existant, tels que Helm ou encore les outils de GitOps comme Argo CD ou même Flux. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Un utilisateur va écrire des manifestes Kubernetes en utilisant les custom resources de Cluster API afin de déployer un ou plusieurs clusters. Il va appliquer ces manifestes sur un cluster qu'on appelle un cluster de management. C'est un cluster Kubernetes sur lequel sont installés les composants de base de Cluster API ainsi que des providers. Donc ces mêmes composants vont gérer le déploiement de plusieurs clusters Kubernetes qu'on va appeler des workload clusters. Et le tout sur différentes infrastructures en fonction des providers qui sont disponibles sur le cluster de management. Donc les providers, c'est ce qui permet à Cluster API d'être extensible et indépendant de l'infrastructure. Mais avant tout, un provider, c'est un opérateur Kubernetes qui va apporter des nouvelles custom resources que les utilisateurs pourront utiliser dans leur manifeste, ainsi que des contrôleurs qui vont observer ces custom resources et mettre à jour l'API de Kubernetes à chaque mise à jour. Donc une première différence, c'est qu'un provider doit respecter les contrats qui sont définis dans la documentation de Cluster API, qui vont nous demander notamment de rajouter certains champs spécifiques dans nos custom resources et d'implémenter certains comportements spécifiques dans nos contrôleurs. Une deuxième différence, c'est qu'un provider va être susceptible de provisionner des ressources en dehors du cluster Kubernetes, comme des ressources d'infrastructure. Il existe plusieurs types de providers, Cluster API. Le premier, c'est le provider d'infrastructure, qui va, comme son nom l'indique, provisionner de l'infrastructure et des ressources de calcul qui sont nécessaires au fonctionnement des workload clusters. Je vous ai mis quelques exemples de providers d'infrastructure qui existent. On a par exemple un provider AWS, Google Cloud ou encore Scaleway pour déployer sur du cloud. Mais vous pouvez également déployer sur des infrastructures on-premise avec un provider vSphere par exemple, ou encore MetalCube pour déployer sur des serveurs bare metal via le BMC directement. Le deuxième type de provider, c'est le provider Bootstrap, qui va générer la configuration qui permet aux serveurs de devenir des nœuds Kubernetes. Donc ce provider va souvent se baser sur des configurations Cloud Init, avec des scripts, des fichiers de configuration, des certificats, pour permettre aux serveurs de démarrer et de rejoindre un cluster Kubernetes. Et le dernier type, c'est le provider Control Plane, qui va instancier le control plane du workload cluster. Donc ce provider peut se baser sur les providers d'infrastructure ou Bootstrap de façon optionnelle, dans le cas où le control plane tourne sur des machines de l'infrastructure. Donc le provider control plane peut également se baser sur des pods, en déployant le control plane dans des pods ou encore sur un service Kubernetes Manager. Donc voici à quoi ressemble un cluster de management avec uniquement les composants de base de Cluster API,
qu'on appelle aussi les composants core. On va retrouver à gauche de la diapo donc les contrôleurs de Cluster API qui vont tourner dans un pod du cluster, et au centre, les custom resources de base de Cluster API. On a par exemple la custom resource cluster qui va représenter un workload cluster, ou encore la ressource machine qui va représenter un nœud de ce cluster. On a également quelques custom ressources un peu plus complexes, comme la custom resource machine deployment, qui va fonctionner pratiquement comme la ressource deployment classique de Kubernetes, qui permet de spécifier un nombre de réplicas et un template de pod pour déployer plusieurs pods identiques. La custom resource machine deployment fonctionne exactement pareil, en permettant de spécifier un nombre de réplicas et un template de machines pour déployer plusieurs machines identiques. Et pour finir, la custom resource machine health checks, qui, comme son nom l'indique, va remédier automatiquement les machines qui ne donnent plus signe de vie. Donc avec uniquement ces composants, on ne sera pas en capacité de déployer des clusters. Il va nous falloir installer des providers, comme des providers Bootstrap, qui vont également apporter de nouveaux contrôleurs qui vont fonctionner dans des pods du cluster, ainsi que de nouvelles custom ressources qui vont étendre les custom ressources core de Cluster API. On fait de même avec des providers d'infrastructure qui vont apporter de nouveaux contrôleurs et de nouvelles custom ressources. Et pour finir, un provider control plane qui fait la même chose. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'intéresser en créant notre provider d'infrastructure. Donc, les custom resource core de Cluster API qui vont nous intéresser en tant que provider d'infrastructure, ça va être les custom resource cluster et machine, que nous allons étendre avec nos custom resources qui sont spécifiques à notre infrastructure. Ici, c'est Scaleway Cluster et Scaleway Machine. Vous l'avez compris, si on développait un provider AWS, on aurait créé des custom resources AWS Cluster et AWS Machine. Donc pour chacune de ces custom resources, nous allons implémenter des contrôleurs qui vont provisionner de l'infrastructure. Par exemple, dans le cas de Scaleway Cluster, on va vouloir provisionner toute l'infrastructure nécessaire au fonctionnement général du cluster, comme un VPC, un load balancer pour exposer le control plane, ou encore une zone DNS. Pour la partie Scaleway Machine, c'est la même chose. Nos contrôleurs vont cette fois-ci provisionner des instances qui sont des machines virtuelles. Voici à quoi pourra ressembler l'infrastructure d'un workload cluster sur le cloud de Scaleway. On retrouve un VPC qui va contenir toutes nos ressources du cluster. Les ressources vont être réparties sur 3 zones de disponibilité. Ici, c'est FR par 1, FR par 2 et FR par 3, qui font partie de la région de FR par de Scaleway, ce qui va nous permettre d'avoir de la résilience et de la haute disponibilité. Et on pourra également tolérer la panne d'une zone sur 3 dans le cas où le TCD tourne dans le cluster. Donc, sur chaque zone de disponibilité, on va retrouver notamment un load balancer pour exposer les machines du control plane, une machine du control plane, des machines pour les workers, une public gateway pour permettre l'accès aux machines Internet. Et en haut à gauche, on retrouve une zone DNS qui va nous permettre d'avoir un nom de domaine qui va pointer vers les IP des load balancers. Donc le but, ce n'est pas forcément d'imposer cette architecture aux utilisateurs. Il faudra que notre provider soit suffisamment flexible pour permettre par exemple de configurer la répartition sur les zones de disponibilité ou encore d'en avoir qu'une seule, réduire le nombre de load balancers ou même désactiver le VPC. On permettra à l'utilisateur de choisir en fonction de ce critère de latence, de coût et autres. Donc maintenant qu'on a vu toute la partie architecture, on va pouvoir commencer à coder notre provider. Première étape, le nommer. On va respecter la convention de nommage de Cluster API pour les providers qui nous demandent de mettre le préfixe cluster-api-provider et en suffixe le nom du provider, ce qui va donner l'acronyme CAPS, CAPS. Étant donné qu'on développe un opérateur, on va pouvoir utiliser le projet KubeBuilder, qui est un framework pour développer des opérateurs en Go. Et également, on va vouloir faire des appels d'API au cloud de Scaleway. On va pouvoir donc utiliser le SDK Go officiel de Scaleway. Donc au départ, on va partir d'un dossier vide. On va donc utiliser la commande kubebuilder init pour générer tout le code nécessaire au fonctionnement de base d'un opérateur en Go. On pourra ensuite utiliser la commande kubebuilder create API pour chacune de nos custom ressources. Donc en l'occurrence ici, Scaleway Cluster, Scaleway Machine et Scaleway Machine Template. Donc sur Scaleway Cluster et Scaleway Machine, on va vouloir implémenter des contrôleurs. On demande donc à KubeBuilder de générer le code pour les contrôleurs avec le flag --contrôleur.
Dans le cas de Scaleway Machine Template, on n'a pas besoin de contrôleur. On met donc le flag ---- contrôleur à false. Et on n'oublie pas d'importer le SDK Go de Scaleway avec la commande goget. Donc on va avoir une arborescence qui va ressembler à ceci pour notre projet. Donc la première étape, ça va être de définir les API de nos custom resources dans le dossier API /v1 alpha 1. Et on pourra ensuite implémenter les contrôleurs qui sont dans le dossier internal /controller. Donc voilà un petit peu pour le plan de développement. On peut attaquer ça maintenant. Donc en commençant par définir l'API de la custom resource Scaleway Cluster. On va retrouver ici deux structures en Go qui sont générées par QBuilder lorsqu'on a lancé la commande QBuilder create API. Donc Scaleway Cluster Spec qui va représenter le champ spec de notre custom resource et le champ Scaleway Cluster Status qui va représenter le champ status de notre custom resource. Donc le champ spec, c'est l'état désiré de la custom resource et le champ status, l'état observé. Donc au départ, on part de deux structures vides. Donc la première étape, étant donné qu'on développe un provider pour Cluster API, ça va être d'ajouter les champs qui sont définis dans le contrat de Cluster API pour la ressource Scaleway Cluster et lui permettre de communiquer avec la custom resource cluster de Cluster API. Donc dans la spec, on va commencer par ajouter un champ control plane endpoint qui est l'adresse du load balancer qui va être déployé sur l'infrastructure pour exposer les machines du control plane. Donc c'est un champ qui va être rempli par le provider et non par l'utilisateur. Et pour la partie status, on va retrouver un champ ready qui est un champ booléen que notre provider devra mettre à true lorsque l'infrastructure est provisionnée pour débloquer le reste de l'orchestration de Cluster API pour le déploiement du workload cluster. On rajoute également dans le status un champ failure domains qui est dédié aux providers d'infrastructures qui ont une notion de failure domains. Comme dans le cas de Scaleway, on peut déployer un cluster sur plusieurs zones de disponibilité qui sont des failure domains dans le jargon de Cluster API. Donc notre provider va indiquer dans ce champ la liste des zones de disponibilité qui peuvent être utilisées pour ce cluster. Une fois qu'on a rajouté les champs contractuels, on va pouvoir rajouter les champs spécifiques à l'infrastructure de Scaleway. Par exemple, sur le cloud de Scaleway, on peut déployer, on peut organiser les ressources en différents projets. On va donc rajouter un champ Project ID pour permettre à l'utilisateur de spécifier dans quel projet il souhaite déployer les ressources de son cluster. On fait de même avec un champ région pour spécifier dans quelle région on veut déployer son cluster. Également, les appels d'API, les appels à l'API de Scaleway nécessitent une authentification. On va donc rajouter un champ Scaleway Secret Name pour permettre à l'utilisateur de spécifier un secret qui va contenir sa clé d'API. Et on finit par un champ network qui va être un champ un petit peu fourre-tout pour configurer les différentes ressources de l'infrastructure, comme par exemple le load balancer qui va être provisionné pour le control plane, la zone DNS, le VPC ou encore les public gateways. Dans la partie status, on va rajouter un champ network également qui cette fois-ci va contenir les caractéristiques de l'infra qui est provisionné pour le Scaleway cluster. Donc on aura par exemple à l'intérieur l'ID du VPC qui a été créé, la liste des public gateways ou les IP des load balancers. Maintenant qu'on a fait l'API de Scaleway Cluster, on va pouvoir attaquer l'API de Scaleway Machine. Ça va être exactement les mêmes étapes. Donc dans le champ spec, on va rajouter le champ Provider ID qui va être rempli par notre provider avec l'ID de l'instance Scaleway qui a été provisionnée pour la Scaleway Machine. C'est un peu le même principe que pour Control Plane Endpoint. Et dans le champ status, on retrouve également un champ ready en booléen qui sera mis à true lorsque l'infra est provisionnée. Il y a également un champ addresses qui va contenir la liste des adresses de la machine, donc notamment les IP publics, privés, ou encore le hostname de la machine. On continue en mettant les champs spécifiques au provider dans l'API de Scaleway Machine. Donc on va par exemple permettre à l'utilisateur de configurer le type d'instance qu'il souhaite provisionner avec le champ commercial type, ou encore de spécifier l'image OS qui sera utilisée pour démarrer la machine. On peut également permettre à l'utilisateur de configurer les caractéristiques du volume system et les IP publics qui seront ajoutés sur la machine. Donc voilà l'intérêt de ces champs. On finit par implémenter l'API de Scaleway Machine Template, qui est une custom resource demandée par le contrat de la ressource Scaleway Machine
qui va contenir uniquement un champ template dans sa spec. Et ce champ template permettra de spécifier la spec d'une Scalo machine. Donc cette fois-ci, pas besoin de champ status. Donc ça y est, on a fini d'implémenter nos API. On va pouvoir, comme était prévu, implémenter les contrôleurs, en commençant par le contrôleur de Scaleway Cluster. Donc pour ceux qui ont déjà développé des opérateurs, vous reconnaîtrez cette méthode reconcile qui est générée par KubeBuilder. Donc reconcile en fait va être appelé à chaque fois qu'un utilisateur va créer, modifier ou supprimer une custom resource. Ici, dans le cas présent, c'est une custom resource de type Scaleway Cluster. Donc la méthode reconcile va prendre en paramètre le nom et le namespace de l'objet à réconcilier, donc qui a été modifié. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer la dernière version de cet objet à réconcilier. Une fois qu'on a récupéré l'objet, on va également récupérer l'objet cluster qui est associé au Scaleway Cluster via ces métadonnées. Ce qui va nous permettre de déterminer si on va arrêter la réconciliation dans le cas où le champ pose est mis à true sur le champ dans la custom resource cluster, ou si une annotation est spécifiée sur l'objet Scaleway Cluster. Si la réconciliation n'est pas en pause, on peut continuer en créant un scope qu'on va appeler cluster. En fait, ça va être une structure en Go qui va encapsuler tout le contexte de la réconciliation. On aura notamment à l'intérieur le client d'API Kubernetes, le client d'API Scaleway, les objets cluster et Scaleway Cluster, ainsi que différentes méthodes qui vont être des helpers pour un petit peu centraliser le code. Donc on verra juste après où est utilisé ce scope, mais gardez juste en tête qu'il existe. Tout à l'heure, on a parlé de secrets qui contiennent code API. On va vouloir empêcher que ce secret soit supprimé tant que la custom resource Scaleway Cluster existe et a de l'infrastructure qui est provisionnée. Étant donné qu'on ne va pas être en capacité de provisionner ou déprovisionner des ressources sans ce secret, on va mettre un finaliseur dessus. Et on va également rajouter le Scaleway Cluster en train d'être réconcilié en tant que owner de ce secret. On arrive sur la fin de l'implémentation de la méthode reconcile. Donc on va gérer deux cas différemment. Le premier, c'est si l'objet est en cours de suppression, c'est-à-dire que le champ deletion timestamp est présent sur l'objet Scaleway Cluster. On va lancer une réconciliation qui va déprovisionner l'infrastructure. Autrement, on réconcilie normalement le provisionnement de l'infrastructure en appelant la méthode reconcile normale. Donc voici ce qu'il y a dans la méthode reconcile normale. La première étape, ça va être de rajouter un finaliseur sur l'objet Scaleway Cluster pour éviter qu'il soit supprimé de l'API de Kubernetes tant que l'infra qui est associé au Scaleway Cluster n'est pas proprement nettoyé. Donc on va ensuite pouvoir créer un Scaleway Cluster Service sur lequel on va appeler la méthode reconcile. Donc on verra juste après ce qu'est ce Scaleway Cluster Service, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on appelle la méthode reconcile, toute l'infra est considérée comme provisionnée, ce qui fait qu'on va pouvoir remplir le champ qu'on a évoqué tout à l'heure, le champ control plane endpoint. Dans la spec, on va mettre dans le champ host et le champ port l'adresse du load balancer qui a été provisionné sur l'infrastructure pour exposer le control plane. Et on n'oublie pas de finir par mettre le champ status.ready à true pour indiquer que l'infra est provisionnée. Donc le Scaleway Cluster Service, c'est ce qui va nous permettre de découper le code en plusieurs reconcilers. Chaque reconciler va provisionner une partie de l'infrastructure. On aura notamment un reconciler VPC, public gateway, load balancer ou encore zone DNS. Chaque reconciler va prendre en paramètre le scope qu'on a créé tout à l'heure, qui contient tout le contexte de la réconciliation. Également, chaque reconciler implémente une interface qu'on retrouve à l'écran, avec trois méthodes, une méthode name qui indique le nom du reconciler pour le logging, une méthode reconcile pour provisionner l'infrastructure, et une méthode delete pour déprovisionner l'infrastructure. Donc chaque reconciler est appelé dans un ordre bien précis. C'est l'ordre qui apparaît à l'écran, étant donné qu'on ne peut par exemple pas provisionner un load balancer avant le VPC. Donc l'ordre est important, et pour la suppression, donc le déprovisionnement, c'est la même chose. Il faut appeler dans l'ordre inverse, étant donné qu'on ne peut pas déprovisionner le VPC tant qu'il y a des ressources à l'intérieur. Je ne rentre pas plus en détail que ça pour le contrôleur Scaleway Cluster, mais si vous le souhaitez, à la fin de la présentation, il y aura un lien vers le dépôt GitHub dans lequel vous pourrez explorer le code si vous le souhaitez.
Maintenant qu'on a vu le contrôleur scale cluster, on passe au contrôleur scale machine. Je vous ai remis cette fois-ci la méthode reconcile sous forme de diagramme, mais vous verrez, c'est le même principe que pour scale cluster. Donc la première étape, c'est de récupérer les objets. Scale machine, on récupère la machine qui est associée à la scale machine. On récupère ensuite le cluster associé à la machine. Et pour finir, le scaleway cluster associé au cluster. Pourquoi on récupère tout ça? En fait, tout simplement parce que pour provisionner la scaleway machine, il nous faut une clé d'API. Et la référence vers la clé d'API se trouve dans le scaleway cluster. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tous ces objets sont nécessaires à la réconciliation de la scaleway machine. Si la ressource n'est pas en pause, on peut créer le scope machine qui fonctionne comme le scope cluster qu'on a créé tout à l'heure. Et on va réconcilier en fonction de la situation, soit un déprovisionnement, soit une réconciliation normale, donc un provisionnement. Voilà à quoi ressemble le Scaleway Machine Service, qui fonctionne de la même façon que le Scaleway Cluster Service qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul reconciler, le reconciler instance qui va provisionner une instance cloud sur Scaleway. On a implémenté nos API et nos contrôleurs. On va être prêt à préparer une release du provider pour que tout le monde puisse l'utiliser. Première étape, créer un fichier metadata.yaml qui va en fait faire correspondre les versions de notre provider avec la version du contrat de Cluster API qu'on a implémenté. Ici, par exemple, on voit que la version v0.1. quelque chose implémente le contrat v1 bêta 1 de Cluster API. On va ensuite créer un ou plusieurs templates de cluster qui sont des manifestes tout prêts pour déployer un workload cluster avec notre provider. On va également vouloir automatiser le dépôt GitHub avec GitHub Actions. Ça nous permettra de lancer les tests automatiquement, builder et pousser l'image Docker de l'opérateur et même générer les manifestes d'installation de l'opérateur automatiquement. Donc voici ce que ça donne la première release de notre provider, la v0.1.0. Vous remarquerez dans les assets qu'il y a des fichiers spécifiques. Par exemple, le fichier cluster-template.yaml qui est le template de cluster qu'on a créé tout à l'heure. Le fichier infrastructure-components.yaml qui va contenir les manifestes d'installation du provider, ainsi que le fichier metadata.yaml qu'on a créé précédemment. Donc ces fichiers dans les assets font partie du contrat de Cluster API, étant donné qu'ils sont nécessaires pour le fonctionnement de l'outil en ligne de commande de Cluster API qui s'appelle clusterctl. Donc chaque fois qu'un utilisateur va interagir avec notre provider, clusterctl va interagir avec les assets de nos releases. Maintenant qu'on a créé une première release, comment l'utiliser? C'est un processus en 3 étapes. La première étape, ça va être de construire une image OS qui va permettre à nos machines de démarrer avec tous les composants de base qui font fonctionner un node Kubernetes, que ce soit KubeADM, Kubelet, kubectl ou même Containerd. Pour ça, on va pouvoir utiliser un projet qui s'appelle Image Builder, qui a une intégration Scaleway déjà prête. On aura donc juste à lancer la commande make build Scaleway Ubuntu 24.04 pour provisionner une image sur le cloud de Scaleway. Donc pour l'étape d'après, on va juste garder en tête le nom de cette image. L'étape d'après qui est d'initialiser le cluster de management et déployer notre premier workload cluster. Donc pour cela, on va dans un premier temps définir quelques variables d'environnement, notamment la clé d'API pour se connecter à Scaleway, l'ID du projet dans lequel on souhaite déployer notre cluster, le nom de la région de Scaleway sur lequel on va déployer notre cluster, et on n'oublie pas le nom de l'image OS qu'on a créé dans l'étape précédente. On va donc pouvoir lancer la commande clusterctl init avec le flag infrastructure positionné sur Scaleway pour déployer les composants de base de Cluster API ainsi que le provider Scaleway sur un cluster Kubernetes existant. Par défaut, clusterctl init va installer KubeADM comme provider control plane et Bootstrap sur notre cluster de management, si on ne spécifie pas autre chose. Ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite lancer la commande clusterctl generate cluster qui va se baser sur le template de cluster qu'on a créé précédemment et qui va substituer les variables de ce template avec les variables d'environnement qu'on a spécifiées ainsi que les différents flags qu'on a mis sur clusterctl generate cluster. Par exemple ici,
On va mettre la version 1.32.4 de Kubernetes. On va dire qu'on veut une machine dans le control plane et une machine worker. Ce qui va nous donner un manifeste Kubernetes qu'on va pouvoir appliquer avec la commande kubectl apply. Et une fois que la magie de Cluster API et de ses providers ont agi, on va pouvoir accéder à ce workload cluster avec la commande clusterctl get kubeconfig pour récupérer le kubeconfig. Une fois qu'on a ce kubeconfig, on va pouvoir lancer toutes les commandes kubectl qu'on veut, par exemple kubectl get nodes. On va voir qu'on a bien nos 2 nodes. Alors vous noterez que les nodes sont en status not ready. En fait, c'est normal, Cluster API et en fonction du provider ne vont pas installer d'autres applications qui vont juste installer le cluster Kubernetes sans aucune application dessus. Donc ça va être à nous d'installer le plugin réseau, le CNI, ainsi qu'un CSI, un Cloud Controller Manager ou encore le cluster autoscaler en fonction de nos besoins. Donc vous pouvez les faire soit via des automatisations, soit à la main via kubectl. On arrive sur la fin de cette présentation. Donc au niveau des évolutions futures, on pourrait envisager de supporter les offres de serveurs bare metal de Scaleway en implémentant par exemple une custom resource Scaleway bare metal machine. On a notamment une nouvelle offre expérimentale de serveurs avec des CPU architecture RISC-V. Ça permettrait de les piloter via Cluster API. On pourrait également rajouter un provider de type control plane dans le provider Scaleway pour déployer un cluster Kubernetes managé. Donc ça, c'est déjà implémenté, on l'a fait entre-temps. Vous pouvez maintenant déployer des clusters Capsule et Cosmos via notre provider. On pourrait également améliorer l'observabilité en rajoutant du tracing et des metrics pour pouvoir, par exemple, plus tard débugger des réconciliations qui seraient lentes ou encore mettre de l'alerting. Donc au niveau des conseils, le premier, c'est de vous inspirer des providers existants. N'hésitez pas à regarder comment ils sont architecturés, les patterns de code qu'ils utilisent. Moi, je m'en suis servi pour ma présentation aujourd'hui. Ça vous sera utile pour démarrer, sachant que la documentation de Cluster API reste très en surface sur les détails d'implémentation. Donc n'hésitez pas à profiter du fait que les autres providers sont open source. Également, on fait des tests automatisés, que ce soit des tests unitaires en utilisant des mocks si besoin, ainsi que des tests end-to-end. Cluster API fournit un framework de test end-to-end que vous pourrez importer dans votre provider. Donc profitez-en. On a vu aussi que les contrats de Cluster API sont versionnés, ça veut dire qu'il peut y avoir des nouvelles versions. Et ces versions vont demander des ajustements auprès de chaque provider. Donc restez à jour et mettez à jour vos providers lorsque c'est nécessaire. Pour finir, choisissez bien vos conventions de nommage, étant donné qu'une fois que votre provider est dans la nature, ça sera beaucoup plus difficile de les modifier sans faire des break and change. Merci de votre attention. Vous retrouverez ici le lien vers le dépôt GitHub du provider. N'hésitez pas à aller regarder ça. Également, n'hésitez pas à laisser un avis sur ma présentation via ce QR code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand de Scaleway juste après. Merci. Merci beaucoup. Mais je dirais même que vous pouvez aller voir Tommy sur le stand de Scaleway, mais s'il y a une question, on a peut-être le temps de prendre une question. Est-ce qu'il y a une question parmi vous? Je me ferai un plaisir de vous apporter le micro. Soyez pas timide. Personne n'a de question tout de suite. Oui, pardon, tu es devant moi, je ne te voyais pas. Est-ce que vous pouvez faire le relais du micro? Merci beaucoup pour la présentation. Justement, on a exactement le sujet peut-être de venir chez Scaleway et d'avoir le provisionnement de Kubernetes, mais on a comme contrainte d'avoir des machines qui sont des élastiques métal. Est-ce que vous pourrez, du coup, à peu près en termes de délai, quand est-ce que vous prévoyez justement la capacité éventuellement de provisionner au travers des instances élastiques métal et de pouvoir créer les clusters au travers de Cluster API? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore officiellement dans la roadmap, mais n'hésitez pas à nous contacter. On fera le développement si besoin au cas par cas. Et vous êtes ouvert à la contrib ou pas? Oui, tout à fait. Oui. C'est un dépôt open source sur GitHub, donc on est tout à fait ouvert au contrib également. J'ai déjà commencé. D'accord, ok, très bien. On sera ravis de regarder ça. Merci encore une fois, Tommy.